Astris analyse rapide du fichier Dead White French en espagnol. Il s'agit du témoin poignant de Manuel Ortega, 64 ans, andalou ancien maçon. Il raconte une vie de mariage humiliant avec Rosario. Une femme aimable en public mais cruelle en privé. Dévalorisation, mépris, indifférence. Elle sortait souvent, probablement pour voir d'autres hommes. Lui, paralysé par la peur et la honte, s'est tu pendant plus de 50 ans. À la mort soudaine de Rosario, il pleure, mais ressent aussi un immense soulagement, puis une culpabilité qu'il finit par accepter. Aujourd'hui, il apprend à vivre, à cuisiner, à s'aimer. Le message, ne pas attendre 50 ans pour retrouver sa dignité. La honte masculine et le silence sont des prisons. J'ai 74 ans. Je m'appelle Manuel. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand ma femme est morte, j'ai pleuré, mais pas pour elle. Pour les 50 ans que j'ai passés à disparaître dans ma propre maison. Honteux? Oui, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai compris ce jour-là pourrait vous sauver, vous aussi, d'une mort intérieure avant la vraie. Première partie. L'homme qui n'existait pas. Je suis né en Andalousie. Fils de rien. J'ai été maçon comme mon père. 2 enfants. Un dos cassé, à force de porter des sacs de ciment. Dans la rue, tout le monde disait « Manuel est un bon gars. Il travaille comme personne. Sa femme a de la chance. » Dehors, Rosario était souriante, élégante, parfaite. Elle disait bonjour aux voisins et aidait la vieille du 3e étage. Elle m'embrassait devant les autres. Mon Manolo, qu'elle disait. Mais la porte de notre appartement se fermait et je disparaissais. Elle ne m'a jamais frappé. Non. Pas besoin de poing pour tuer un homme. Elle utilisait des mots, des petits, des répétés, chaque jour. Tu ne sers à rien. Tais-toi, tu ne comprends rien. Espèce d'incapable. Et moi, je baissais la tête. Je donnais mon salaire. Je m'asseyais à table sans faire de bruit. Comme un chien qu'on a battu petit. Le pire, ce n'était même pas les cris. C'était le silence. Des dîners entiers sans un mot, sauf pour me dire que j'avais mal posé la fourchette. Ou ce regard froid qu'elle avait quand je rentrais du chantier. Un regard qui disait « Toi, tu es un étranger ici ». Et puis il y a eu ces fameuses sorties entre amis. Elle commençait à se parfumer, à mettre des robes qu'elle ne mettait jamais pour moi. « Je sors avec les filles », disait-elle, à 10h, 11h du soir. Elle rentrait tard, très tard. Je restais sur le canapé, à regarder la télé sans voir, à écouter le tic-tac de l'horloge. Je voulais ne pas penser, parce que penser faisait trop mal, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui encore, avec 74 ans, je préfère ne pas savoir. Mais il y a des choses qu'un homme sent, même sans preuve. L'odeur du parfum différent, le sourire qu'elle n'avait plus pour moi, et ce mépris encore plus fort quand elle rentrait. Pourquoi je n'ai jamais rien dit? La réponse est simple et humiliante. La peur. Pas peur de la perdre. Peur de découvrir que j'étais le dindon de la farce depuis 30 ans. Peur que mes propres enfants me prennent pour un faible. Parce qu'une femme forte, en Espagne, on la respecte. Un homme brisé, on le plaint. On se moque de lui dans son dos. Mes fils ne voyaient rien. Ou peut-être ne voulaient-ils pas voir. Moi, j'étais juste le père sérieux, l'exagéré, celui qui ferait mieux de se taire. Je me suis tu, pendant 50 ans. Jusqu'à ce qu'une nuit, assis seul dans la cuisine, je me regarde dans la vitre de la fenêtre. Il y avait un vieux visage, fatigué, éteint. Je ne voyais pas un homme, je voyais un vaincu. Un type qui avait bossé toute sa vie pour se sentir minuscule chez lui. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pensé une chose horrible. Je me suis dit, mon Dieu, ou bien tu me sors d'ici, ou bien tu m'emportes. Parce que je n'en peux plus. Deuxième partie. La mort qui a tout changé, elle est morte 3 mois plus tard. Brutal, un AVC foudroyant, pas d'adieu, pas de dernière phrase gentille, rien. J'ai pleuré bien sûr, j'ai pleuré pour mes enfants, j'ai pleuré pour les années perdues. Pour l'homme que je n'avais jamais été. Mais je vais vous avouer quelque chose que je n'ai dit à personne. J'ai aussi pleuré de soulagement. Oui, soulagement. Comme si on m'enlevait une pierre de la poitrine. Le silence, dans cette maison, n'était plus un silence de peur. C'était un silence de paix. Les premiers mois, mes voisins me disaient « Pauvre Manuel, tu dois être perdu. Elle te manque tellement. » Je hochais la tête. Je n'osais pas dire la vérité. Parce que dire « Non, elle ne me manque pas » aurait fait de moi un monstre. Et puis la culpabilité est arrivée. Une culpabilité énorme. Je me suis demandé « Quel genre d'homme se sent bien quand sa femme meurt ?» J'ai cru que j'étais devenu fou. Pendant longtemps, je me suis détesté. Jusqu'à ce que lentement, la vérité remonte. Je ne célébrais pas sa mort. Je pleurais ma liberté tardive. Je pleurais le temps perdu. Je pleurais l'homme que j'aurais pu être si j'avais osé dire stop 20, 30, 40 ans plus tôt. Troisième partie. L'apprentissage de la vie à 74 ans aujourd'hui. J'ai 74 ans. Il me reste moins de temps que ce que j'ai déjà vécu, mais j'ai appris à cuisiner pour moi, à sortir marcher seul, à faire des amis. Je découvre qui je suis. Vous trouvez ça triste? Peut-être, mais c'est moins triste que d'avoir vécu 50 ans comme un zéro dans son propre foyer. Je raconte cette histoire aujourd'hui parce que j'ai honte. Oui, honte, mais je la raconte quand même. Parce que l'humiliation, le mépris, la solitude, tout ça peut se cacher derrière le silence d'un homme qui ne veut pas passer pour faible. Et parce que supporter toute une vie n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est juste de la peur. Une peur qui vous ronge jusqu'à l'os que j'ai compris. Si vous êtes en train de m'écouter, homme ou femme, et que vous vous sentez comme une ombre dans votre propre maison, ne faites pas comme moi. N'attendez pas 50 ans. N'attendez pas la mort de l'autre pour respirer, parce que la dignité, ça ne se mendie pas.
Ni dedans, ni dehors, ni dans l'amour, ni dans le mariage. J'ai mis trop de temps à le comprendre. Mais avant de partir, j'ai enfin su une chose. Un homme qui se tait par peur n'est pas un homme fort. C'est un homme prisonnier. Et il n'y a pas de plus grande prison que celle qu'on porte dans son propre cœur. Obligatoire, posée lentement, directement face au public. Et vous, si vous regardez honnêtement dans le miroir de votre vie, est-ce que vous y voyez un homme libre ou un homme qui, comme moi pendant 50 ans, a confondu le silence avec le courage? Laissez la question flotter. Silence. Regardez la caméra ou le lecteur. Puis, sans ajouter un mot, voici une explication approfondie du dernier paragraphe du témoignage de Manuel Ortega, rédigé dans le même style poignant et narratif, avec une tension maintenue en environ 1100 mots. Cette explication ne répète pas simplement le texte, elle en déroule le sens caché, grain par grain, comme on épluche un oignon qui fait pleurer. La prison qu'on porte dans son cœur, explication d'une vérité qui dérange, vous venez d'entendre les derniers mots de Manuel, un homme de 74 ans, un maçon andalou, un silencieux. Il a dit « Il n'y a pas de plus grande prison que celle qu'on porte dans son propre cœur ». Cette phrase, elle vous a peut-être glissé dessus comme une goutte d'eau sur du verre. Mais moi, je vais m'arrêter là. Je vais la retourner dans tous les sens. Parce que c'est là, dans cette phrase, que Manuel a enfoui toute sa vie. Et si vous n'avez pas compris cette phrase, vous n'avez rien compris à son histoire. Asseyez-vous, respirez, on va entrer dans cette prison. Une prison sans barreaux, Manuel n'a jamais été enfermé dans une cellule. Personne ne l'a enchaîné à un mur. Personne ne l'a frappé au point de le laisser paralyser. Pourtant, il décrit 50 ans de captivité. Comment est-ce possible? Parce que les pires prisons n'ont pas de barreaux. Elles ont des regards, des silences, des mots qu'on répète chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent la vérité. Sa femme Rosario lui disait « Tu ne sers à rien » au début, il n'y croyait pas. Mais après 1000 fois, après 10 000 fois, la phrase est entrée. Elle s'est logée quelque part entre ses côtes. Emmanuel a fini par se dire « Elle a raison, je ne sers à rien ». C'est ça, une prison intérieure. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'enferme. C'est toi qui, à force d'entendre la même musique, finisses par danser tout seul. Il n'a pas porté plainte. Il n'a pas frappé à la porte d'un juge. Il a juste baissé la tête. Et à chaque fois qu'il baissait la tête, la porte de sa prison se refermait un peu plus. Ces deuxièmes clés, la honte, ce mur invisible. Pourquoi Manuel n'est-il pas parti? Pourquoi n'a-t-il pas claqué la porte un lundi matin, pris ses 2 valises et commencé une nouvelle vie? Parce qu'il avait honte. La honte est un mur que vous construisez vous-même, brique par brique, regard par regard. Il pensait « Un homme ça reste, un homme ça endure. Si je pars, on dira que je suis un lâche. » Il pensait à ses fils. Il pensait aux voisins. Il pensait à son père, un vieil andalou taiseux qui n'a jamais quitté sa femme même quand elle lui jetait ses chaussures à la tête. Manuel a choisi la prison parce que la liberté lui faisait peur. Pas la liberté de voyager ou de boire une bière au soleil, la liberté de dire « je ne mérite pas ça ». Et c'est là que son cœur est devenu sa geôle. Parce que son cœur lui disait « tu ne peux pas partir. Tu es trop vieux, trop fatigué, trop nul ». Vous voyez? C'est pas Rosario qui parlait. C'est la voix de Manuel, déformée par des années de mépris. Troisième clé. La mort libératrice, scandaleuse vérité, le moment le plus choquant du témoignage, c'est quand Manuel avoue avoir pleuré de soulagement à la mort de sa femme. Il a honte de le dire. Il dit « Quel genre d'homme se sent bien quand sa femme meurt ?» Pourtant, c'est là que la prison commence à s'ouvrir. Parce que le soulagement, ce n'est pas de la haine. C'est la preuve que l'emprisonnement était réel. Imaginez un homme enfermé 20 ans dans une cave. Un jour, la porte s'ouvre. Il sort. Il cligne des yeux. Il pleure. Est-ce qu'il pleure parce qu'il est triste que le geôlier soit mort? Non. Il pleure parce qu'il avait oublié ce que ça faisait de respirer. Manuel n'a pas célébré la mort de Rosario. Il a célébré la fin du silence pesant. La fin des tu ne sers à rien. La fin des nuits à attendre devant l'horloge. La fin de se sentir étranger dans son propre salon. Mais il a eu honte de ce soulagement. Et cette honte, c'est le dernier barreau de la prison. Celui qu'on n'arrive pas à lever même quand la porte est grande ouverte. Apprendre à vivre à 64 ans, Manuel dit « J'apprends à cuisiner pour moi. Je découvre qui je suis. Vous trouvez ça pathétique? Détrompez-vous. » C'est l'acte le plus courageux qu'un homme puisse faire après une vie de démolition. Il n'a jamais appris à s'aimer. Personne ne le lui a montré. Sa mère était pauvre et dure. Son père ne parlait pas. Rosario l'a achevé. Alors aujourd'hui, à 74 ans, il doit réapprendre les bases. Faire à manger, sortir seul, dire non à quelqu'un. Ce n'est pas triste. C'est héroïque. Mais c'est aussi terriblement tard. Et c'est là que sa phrase finale prend tout son poids. Il n'y a pas de plus grande prison que celle qu'on porte dans son cœur. Parce que même après la mort de Rosario, même après la libération, Manuel est resté un moment dans sa prison. Son cœur avait pris les mauvaises habitudes. Il ne savait plus être heureux. Il ne savait plus être libre. La prison n'était pas Rosario. La prison était cette voix intérieure qui lui disait « Tu ne mérites pas le bonheur ». Cinquième clé. Ce que vous devez comprendre, vous qui écoutez, Manuel a attendu la mort de sa femme pour respirer. Il a attendu 50 ans. 50 ans à se faire petit. 50 ans à se taire par peur de paraître faible. Et vous? Est-ce que vous attendez une catastrophe pour vous réveiller? Parce que la prison du cœur, elle n'a pas que des hommes comme Manuel. Elle a des femmes qui supportent des maris violents en silence. Elle a des enfants qui se taisent pour ne pas décevoir. Elle a des vieillards qu'on a oubliés dans des maisons de retraite.
et qui sourit quand leur fils vient une fois par an. La prison du cœur, c'est ce moment où vous savez qu'il faudrait dire « stop », mais vous dites « ce n'est pas si grave ». C'est cette petite mort quotidienne. C'est ce regard dans le miroir le matin, quand vous ne reconnaissez plus l'étincelle dans vos yeux. Manuel a mis 50 ans à comprendre que sa dignité ne se mendiait pas. Mais au moins il a compris avant de mourir. Dernière vérité, la liberté est toujours possible, même tard. Le dernier paragraphe ne dit pas « tout est perdu ». Il dit « j'ai été prisonnier, mais maintenant je respire ». C'est un appel, pas un constat d'échec. Manuel aurait pu mourir sans jamais raconter son histoire. Il aurait pu emporter sa honte dans la tombe. Il a choisi de parler, devant des inconnus. Devant des caméras, peut-être. Il a choisi de dire « voilà ce que j'ai été ». Mais voilà ce que vous ne devez pas devenir. C'est ça ouvrir la prison du cœur. Ce n'est pas effacer le passé, c'est refuser de le laisser dicter l'avenir. Il n'a plus 20 ans, il n'a plus 40 ans. Il a 74 ans. Il lui reste peut-être 10 ans, peut-être 5, peut-être 1. Mais ces quelques années, elles seront à lui. Pas à Rosario, pas à la peur, pas à la honte. Il marche seul. Il se regarde dans la vitre de la cuisine et, pour la première fois, il voit un homme libre. Question finale, celle qui vous laisse sans voix, comme un coup de poing. Alors, maintenant que vous savez tout cela, Retournez-vous vers votre propre cœur. Écoutez ces barreaux. Y a-t-il un endroit dans votre vie où vous faites exactement comme Manuel, où vous endurez par peur, où vous vous taisez par habitude, où vous attendez qu'un événement extérieur, une mort, un départ, une maladie, vienne fracasser la porte à votre place? Parce que la prison n'a pas besoin de gardien, elle a besoin de votre silence. Et le vôtre, combien de temps comptez-vous le garder? Répondez, pas dans votre tête, ici, maintenant, parce que demain pourrait être comme hier. Et hier, vous étiez peut-être déjà derrière les barreaux.